Merci Marc. Donc, quelques éléments concernant les questions posées par Monsieur Gaudin. Tout d'abord, je voudrais dire, ou redire, si ce n'était pas clair, que je suis très soucieuse et je crois que nous sommes soucieux, nous voulons être soucieux d'une gestion saine, rigoureuse, qui, dans un contexte, on va dire international, national, mais aussi local, qui est difficile. Donc oui, une gestion saine, rigoureuse. Et là, je voudrais aussi couper court aux rumeurs. Marc en a dit un mot, mais je vais prononcer le mot, puisque c'est comme ça que ça me revient, puisque je discute beaucoup avec les Villeneuvois. J'entends à nouveau les rumeurs disant que Villeneuve est placé sous tutelle. Alors voilà, je rassure tout le monde, je rassure le public, Villeneuve n'est pas mis sous tutelle, elle n'est pas prête de l'être. Je crois qu'il est important, tout en ayant une gestion saine, de pouvoir répondre aux besoins de la population. Et oui, nous sommes engagés depuis plusieurs années dans une dynamique nouvelle. Je crois qu'il est important d'engager une sorte de cercle vertueux et pas l'inverse. Et je crois que toutes les démarches que nous avons eues pour obtenir des subventions de l'État, de tous nos partenaires, et qui nous permettent aujourd'hui de réaliser des projets, enrichissent la ville, sont porteurs de richesse pour la ville. Et je crois que ça, c'est un élément important. Je ne vais pas évacuer les questions posées, mais je crois que voilà, il faut, pour moi, tout ce qu'on peut faire et tous les projets qu'on peut mettre en œuvre pour Villeneuve, c'est quelque part apporter de la richesse. Je crois que c'est aussi permettre, par exemple, à travers les projets urbains et les projets en termes d'habitat, par le biais d'une meilleure mixité sociale, d'apporter aussi une augmentation des revenus moyens des ménages. On sait aujourd'hui qu'ils sont les plus bas au sein des communes du Val-de-Marne. Je crois qu'il s'agit aussi d'en avoir conscience, mais pour aussi changer la situation. C'est aujourd'hui et depuis de très longues années qu'il n'y a plus de mixité sociale dans la ville, et qu'il faut aussi avoir des projets qui permettent d'avoir cette mixité sociale et qui donnera encore un peu plus de cette richesse qui manque aujourd'hui à notre ville. Alors après, je disais gestion saine et rigoureuse. Vous évoquez la question de l'autofinancement. Alors il faut d'abord distinguer l'autofinancement et la capacité d'autofinancement net de la ville, la CAF. Donc là, évidemment, les montants ne sont pas les mêmes, mais je vais essayer d'en donner un certain nombre d'éléments. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble des années précédentes, mais encore que quelques exemples sont, je pense, significatifs. L'excédent que nous avons réussi à réaliser sur le fonctionnement, en dépit de toutes les difficultés auxquelles nous sommes confrontés, je ne vais pas revenir sur la présentation que j'ai faite, nous avons été en mesure en 2012 d'inscrire en autofinancement 2 132 000 et quelques euros que nous avons réalisés. Et nous sommes en capacité aujourd'hui, voilà, je peux vous le dire, puisque nous avons les éléments que j'ai évoqués tout à l'heure de la réalisation du budget primitif 2012, nous pourrons, et je vous propose d'inscrire à nouveau en autofinancement une somme identique d'un peu plus de 2 millions d'euros. Ça, cette capacité, oui, de mettre cette somme-là, on va dire en recette d'investissement, est effectivement quelque chose de très important. C'est la première fois que nous le faisons depuis des années. 2008,
372 000 euros consacrés à l'autofinancement, donc pour 1 million et quelques en 2011 réalisés, et donc pour 2012 et je l'espère bien pour l'année prochaine, plus de 2 millions. Après, il faut distinguer cette notion de la capacité d'autofinancement net de la ville. Et là, je ne vais pas vous contredire, Monsieur Gaudin, sur les chiffres que vous avancez, qui sont donc cités par la Chambre régionale des comptes, mais il s'agit là d'une autre notion. La CAF nette correspond à l'ensemble des ressources financières générées par des opérations de gestion de la ville et dont elle pourra disposer pour couvrir ses besoins financiers. Elle représente donc l'excédent de ressources internes dégagées par l'activité de la collectivité et peut s'analyser comme une ressource durable. Alors, il est vrai que la CAF à Villeneuve évolue de façon assez cyclique, très fortement négative au début des années 2000. Elle s'est ensuite stabilisée à partir de 2008, qui a permis, donc avec une gestion qui a permis de dégager un autofinancement croissant, et cela malgré une faiblesse structurelle des ressources, à laquelle s'ajoute, ça a été dit, une conjoncture actuellement très dégradée et un gel en particulier des concours financiers de l'État aux collectivités locales. Donc, il est vrai que la ville, et je crois que c'était important que en 2012, oui, on a augmenté le montant des emprunts. Il est monté jusqu'à 5 millions. Il a permis la réalisation des projets. Il a permis de compléter les diverses subventions que nous avons pu obtenir de nos partenaires pour mener à bien les projets. Nous proposons pour l'année prochaine de réduire cet emprunt, donc de le diminuer à nouveau à un niveau, voilà, on en décidera, mais au moins de plus de la moitié du niveau de 2012. Mais en plus, nous aurons, et ça agit directement sur la CAF nette de la ville, nous aurons, vous le savez, une opération avec la vente de terrain à Val-Office, une opération qui va rapporter près de 3 millions d'euros à la ville. Nous aurons le même phénomène donc en 2013 d'une augmentation de la CAF nette que nous avons eu. Excusez-moi, je me reporte à mes tableaux. Je ne sais plus où c'est que j'ai mis. Non, mes tableaux, ils sont là. Voilà. Donc, nous avons eu, pour vous donner quelques chiffres de cette CAF nette, elle était en 2004, on est parti voilà, de 1 877 000 euros en 2004. Elle est remontée, elle était positive en 2006 et portée à 298 000 euros suite à la vente des terrains, comme vous le savez, du plateau, pour redescendre ensuite effectivement à des montants, bon, pour vous donner 2008 moins 388 000, voilà. Donc il est vrai qu'en 2012 elle a atteint le montant de 865 000 euros, de moins 865 000 euros. L'estimation pour 2013 est qu'elle sera à nouveau positive. Parce que nous avons été capables, et nous serons capables pour la deuxième année, d'avoir un autofinancement important, de plus de 2 millions d'euros, et aussi parce que nous aurons donc cette vente de 3 millions d'euros. Donc voilà, la CAF nette de la ville sera à nouveau positive l'année prochaine. Tout ça, ça paraît peut-être un peu technique, mais je tiens à répondre à vos interrogations, Monsieur Gaudin. Donc, nous sommes dans une évolution, on va dire, positive, tant en termes d'autofinancement qu'en termes de capacité d'autofinancement net de la ville. Voilà, pour y compris arriver à un montant à nouveau positif, et ça ne nous était pas arrivé donc depuis 2006.
Voilà, donc voilà pour ce qui est, je peux vous communiquer, si ce n'a pas déjà été fait, un certain nombre d'éléments, mais ça le sera, puisque je sais que Daniel a prévu d'organiser au moins 2 réunions de la commission des finances. Il y en a déjà une de fait en préparation de ce débat d'orientation budgétaire. Il y en aura encore 2 donc, qui se tiendront d'ici donc le vote du budget. S'agissant des emprunts, je vous ferai quand même remarquer, Monsieur Gaudin, que voilà, en dépit de ce moment en 2012 qui était important, il fallait être au rendez-vous. Nous avons vous citiez la durée résiduelle moyenne de l'emprunt. Elle était de 18,10 années pour être précis en 2011. Elle sera de 17,48 années. Enfin, elle a été de 17,48 années en 2012. Donc bon, c'est pas voilà, c'est pas forcément énorme, mais c'est une diminution, ça baisse. On peut dire aussi que le taux moyen de la dette était de 3,2%. Et vous avez ces documents. Hein. Je ne fais que lire là ce document que tout le monde a reçu. Nous avons un taux moyen qui s'élevait à 3,2%, qui passe à 2,84%. Quant à la durée de vie moyenne donc de la dette globale, elle passe aussi de 9,9 ans à 9,52 années. Voilà, donc c'est des variations qui ne sont pas énormes, mais ceci dit, elles sont plutôt positives. Donc j'ai envie de dire, continuons dans ce sens-là, en espérant que les marchés financiers et les taux d'emprunt, enfin voilà, toutes les conditions, nous le permettent. Voilà, quelques éléments, je l'espère, de réponses à vos questions, Monsieur Gaudin. Après, je ne rentre pas plus dans le détail de ces problèmes de lecture, on va dire, des données, mais voilà, elles sont... on va dire qu'elles ne sont pas forcément très brillantes, mais elles sont rassurantes. Et en tous les cas, notre effort de gestion porte ses fruits, tout en réalisant voilà, des projets importants pour les Villeneuvois, tant en termes d'investissement, mais aussi de fonctionnement. Je l'ai dit, alors c'était peut-être un petit peu long, mais dans le cadre de mon introduction, nous n'avons pas... voilà, dérivé, nous n'avons pas dépassé les crédits qui étaient inscrits au BP 2012. Voilà, nous avons été... oui, non, mais on a réussi. Non, mais c'est pas si évident que ça. Hein, quand les charges de chauffage d'énergie augmentent de plus de 7 ou 9%, j'ai plus en tête, 9%, de se dire qu'on va rentrer quand même, on va réaliser les dépenses qui, elles, n'ont pas du tout augmenté à ce niveau-là, au niveau de l'inscription au BP 2012. Donc oui, c'est quand même, voilà, à force d'efforts et d'une gestion très rigoureuse que nous avons pu obtenir ces résultats qui nous permettent aujourd'hui d'avoir un excédent de fonctionnement, voilà, et qui lui-même nous permettant d'avoir cet autofinancement qui sera à nouveau réalisé en 2013. En tous les cas, c'est une proposition que je vous fais. Oui, Madame Monsieur la maire, Gaudin. merci d'avoir répondu. Je prends quand même note que vous êtes d'accord avec moi sur la CAF nette de 2008, qui est de moins 388 000 €, vous nous l'avez dit, et que dans la note de présentation, il y avait quand même écrit en 2008 qu'il y avait une CAF de 372 000. Donc il y a quand même une certaine incohérence entre ce que vous me dites et ce qui est écrit dans la note de présentation.
Mais je vous ai expliqué, Monsieur Gaudin, excusez-moi, mais Non, entre non, mais je vais pas vous redire ce que j'ai redit. Il y a la CAF net et puis il y a l'autofinancement. Donc parlons de choses, voilà, parlons des mêmes choses. Je crois que je vous ai distingué. Je peux vous donner tous les chiffres depuis 2008 s'agissant de l'autofinancement et tous les chiffres s'agissant de la CAF net. Et ce ne sont évidemment pas les mêmes chiffres puisque ça ne recouvre pas la même notion. Mais les deux, en tous les cas, au jour d'aujourd'hui, pour l'année, à la fin de l'année 2012, et encore une fois, nous vous présenterons, et merci vraiment au service de le permettre, de vous présenter le compte administratif 2012, et 2013, nous continuerons cet effort. Madame le maire, je regrette. Quand je lis le rapport de la Chambre des comptes, quant à la CAF net, virgule, ou autofinancement disponible, c'est la même chose. Qui correspond à la CAF brute, on est d'accord, diminuée du remboursement capital des emprunts. Elle précise, elle est négative sur toute la période examinée, hormis 2006, vous l'avez dit, pour atteindre, etc. Donc, c'est pas moi qui le dis. Alors peut-être que moi je comprends rien, mais si moi je comprends rien, je vais vous donner les gens de la chiffres, Chambre régionale des comptes aussi. 2004, en kilo-euros, c'est un peu plus vite. Moins 1877, 2005, moins 1292, 2006, 298, positif, peu, mais positif. Oui, bah continuez, s'il vous plaît. Moins 340, toujours kilo-euros. Et en 2008 moins 388. On est d'accord. Voilà, moins 388. La CAF net, Monsieur Gaudin, je ne veux pas vous le répéter 100 fois. Donc voilà, je vous l'ai dit, je ne vais pas le répéter. Ce n'est pas les montants. Je vais continuer une dernière fois. Je vais vous donner les montants de la même manière que je vous ai donné les montants de la CAF net. Je vais vous donner les montants de l'autofinancement qui est dégagé. 2008, 372 104 euros. 2009, 594 802 euros. On va continuer comme ça. 2010, allez. Soyons fous, 463 297. 2011, on va dire déjà, voilà, changement 1,2 million. Voilà. Et 2012, 2 132 685 euros pour être précis. Voilà, deux notions différentes, donc forcément des montants différents que je viens de vous lire, voilà, pour être tout à fait précise. On ne va pas s'en satisfaire, hein. Il faut progresser. Donc c'est ce qu'on est en train de faire. Voilà, c'est ça que je veux vous expliquer. Il y a des résultats. Ils évoluent de manière positive malgré un contexte, encore une fois, très contraint. Et ce ne sont pas nos investissements, nos projets qui ont empêché, voilà, au contraire, on a en même temps évolué grâce à cette gestion saine et rigoureuse. Donc il faut trouver ce juste équilibre de cette gestion saine et rigoureuse pour en même temps réaliser les projets qui sont nécessaires, indispensables aux Villeneuvois. Y a-t-il d'autres interventions? Laurence? Madame le maire, chers collègues, au moment où nous entrons dans la discussion de ce qui sera le dernier budget du mandat, je tiens à saluer devant le conseil municipal les services pour leur dévouement au service public dans une période de discussion budgétaire toujours très dense. On vient d'en avoir là une petite vision. Dans une commune comme la nôtre, où les ressources financières se caractérisent surtout par le manque, l'architecture budgétaire demande concentration et travail et exige la réussite. N'en doutons pas, le budget que nous abordons aujourd'hui sera un budget de crise. C'est pourquoi plus que jamais, il se doit d'être un budget de protection des Villeneuvoises et des Villeneuvois, un budget qui donne la priorité au service à la population, dont nous connaissons tous et toutes les difficultés plus sensibles qu'ailleurs. Monsieur Gaudin a rappelé tout à l'heure que le revenu moyen des ménages est effectivement le plus faible du Val-de-Marne. C'est dans ce contexte-là qu'il nous faut trouver un budget de soutien à la population. Il nous faudra donc être très attentifs à toutes les décisions qui ont un retentissement immédiat sur le quotidien des Villeneuvois.
Je pense notamment à la maîtrise des loyers, en particulier dans le parc social. Dans le cadre de la CG2LS, nous avions alerté en 2012, en conseil municipal puis par une communication adressée aux locataires de l'OPH, de l'imminence d'une augmentation très sensible et récurrente des loyers, alors qu'en 2016, près de la moitié des locataires resteraient non éligibles à l'APL. Vous nous aviez assuré du contraire, Madame le maire, et vous aviez pris soin d'écrire à chaque locataire du parc social, en votre qualité de présidente de l'OPH, pour dénoncer nos, je cite, propos mensongers. Nous prenons acte aujourd'hui qu'un courrier vient d'être adressé aux locataires pour leur annoncer la prochaine augmentation des loyers, dont il est dit qu'elle pourra se situer au-delà même de l'augmentation des loyers telle qu'encadrée par décret à 2,15% en 2013. Force est de constater que l'annonce de cette mauvaise nouvelle est signée cette fois non par vous, mais par le directeur de l'OPH. Il nous faudra également veiller au contrôle des tarifs et de la qualité de la restauration scolaire. Chacun sait ici l'importance de ce repas de midi qui constitue pour un bon nombre d'enfants le seul repas quotidien équilibré. Il faut donc continuer d'en garantir l'accès, particulièrement dans cette période de crise. Il nous faudra enfin, Madame le maire, envisager une position responsable quant à l'adaptation dans la commune de la réforme des rythmes scolaires. Vous nous annoncez que le budget 2013 est impacté par la prise en compte de cette réforme. En parallèle, vous avez à plusieurs reprises annoncé que la ville ne mettra cette réforme en application qu'à la rentrée 2014. Il y a donc a priori une contradiction entre ces deux annonces, pourtant simultanées. Le seul impact budgétaire qu'est à ce jour la prise de position de la ville concernant la réforme des rythmes scolaires consiste en fait en une perte de recettes, puisque nous renonçons de fait à percevoir dans son intégralité la dotation créée par le gouvernement au profit des communes qui mettront en place la réforme dès la rentrée 2013. Par ailleurs, le groupe VEM demande à ce qu'un vrai travail soit engagé sur le projet éducatif de la commune et qu'ainsi, seul l'intérêt de l'enfant se trouve au cœur de la réflexion. Le budget 2013 devra être celui de la maîtrise de nos finances, il devra être celui de l'efficacité, du contrôle de nos dépenses à l'euro près. Nous sommes une commune en difficulté, comme le reconnaissent d'ailleurs chacun de nos partenaires. Notre devoir envers les Villeneuvoises et les Villeneuvois sera donc de ne consacrer nos ressources qu'à leur service et seulement à leur profit. Cela signifie que nous aurons à combattre d'éventuels penchants à la dispersion. Je rappelle que lors des années précédentes, notre groupe avait très vivement insisté sur le fait qu'une augmentation des impôts portait nettement préjudice à une population déjà lourdement atteinte par les difficultés de la crise. Et enfin, je vais me situer en opposition à ce qu'a dit Marc Tiberville tout à l'heure, mais de la même manière, il ne serait pas admissible, Madame le maire, qu'en ces périodes où beaucoup d'entre nous n'ont qu'une visibilité restreinte sur le lendemain, des dépenses annexes telles que la communication et autres frais de représentation restent à un niveau trop important. Ce serait un bien mauvais signal à donner à nos concitoyens que d'employer exagérément des ressources déjà rares à des fins et des intérêts plus particuliers. En conclusion, Madame le maire, je voulais exprimer un regret et un espoir. Le regret tient à la méthode. Hormis des éléments portant sur 2012, vous n'avez remis aux membres du bureau municipal, à l'occasion de ce débat d'orientation budgétaire, qu'un document que je tiens à la disposition de chacun, qui se prétend programmatique des investissements à mener, mais qui ne comprend aucun chiffrage. Des programmes à venir mal définis y côtoient des éléments déjà engagés dans la plus grande confusion. Aucun débat constructif ne peut être engagé sur la base de ce type de document, et ce alors que les services travaillent très efficacement à l'élaboration et au chiffrage de toutes choses. Quant à l'espoir, nous serons très attentifs au sort qui sera réservé au centre municipal de santé. Nous avons en effet appris par le plus grand des hasards que le centre municipal de santé est aujourd'hui menacé de perdre son agrément finesse. C'est peut-être l'occasion ici de nous remobiliser ensemble autour de cette grande cause d'intérêt local. Vous pourrez compter sur la détermination de notre groupe à défendre à vos côtés cet établissement de la plus haute importance pour les Villeneuvois.
Pour ceux qui effectivement ne connaissent pas cet agrément FINES, il s'agit du fichier national des établissements sanitaires et sociaux. Je vous remercie, Madame le maire. Merci. Je pense, Laurence, que nous partageons l'essentiel, à savoir pouvoir répondre aux besoins de la population villeneuvoise. Tu as employé le terme de protection. Oui, il s'agit bien aussi de protéger les Villeneuvois dans un contexte, on l'a dit, enfin je crois que tout le monde ici ne peut le contester, dans un contexte très difficile, et on sait combien les Villeneuvois sont les premiers à souffrir de cette situation. Donc oui, on sera attentif et soucieux de la situation des Villeneuvois. Je crois que ça, c'est effectivement, dans le cadre de nos orientations budgétaires, quelque chose qui est important et qui nous engage à prendre les bonnes décisions et à mener à terme voilà, tous les projets que nous avons commencé à initier et voire à en engager d'autres. Tu évoquais la question du parc social, de logement. Ce parc social, aujourd'hui, il est en très grande difficulté. Il y a besoin de beaucoup travailler à sa rénovation. Et le budget de 2012 nous a permis, voilà, par une décision qui était importante, de contribuer à aider notre OPH. Donc, je crois que pour ce qui relève de l'intervention de la ville, il s'est agi en 2012 et de le faire encore pendant 5 ans, d'aider notre OPH pour pouvoir réaliser des opérations absolument indispensables sans que ça pèse trop lourdement sur les locataires. Nous avons obtenu, et je voudrais remercier aussi tout le travail de Nathalie Diner à mes côtés, et les services, bien entendu, ceux de la ville et ceux de l'OPH, ont obtenu de la CG2LS, donc de la Caisse de garantie du logement locatif social, que cette caisse octroie plus de 5 millions d'euros donc à notre OPH. C'était important de pouvoir donc obtenir une telle décision. Le corollaire, c'était l'engagement de la ville, mais c'était aussi une action sur les loyers. Alors, l'action sur les loyers, elle va être différente d'une cité à une autre, puisque, comme vous le savez sans doute les uns et les autres, nous avons des loyers pratiqués très très différents d'une cité à une autre. Donc, évidemment, les augmentations vont porter de manière très différenciée selon justement le loyer de base. Là, quand le loyer de base, on va dire, est très bas, chacun le sait ici, on l'a déjà dit, on a à Villeneuve-Saint-Georges, enfin au sein de l'OPH, les loyers les plus bas d'Île-de-France, si ce n'est de France, et qu'à un moment donné, ça porte préjudice à la capacité de notre OPH de pouvoir effectuer des travaux. Donc voilà, je retrace brièvement le contenu de cette opération. Et nous aurons à poursuivre l'engagement de la ville aux côtés de l'OPH. Je rappelle que cette opération va permettre de débloquer près de 32 millions d'euros de travaux, puisqu'évidemment il y aura un effet de synergie avec voilà, l'ensemble des subventions que nous pourrons recevoir par ailleurs pour pouvoir faire donc toutes ces opérations. Donc je crois qu'on va dans le sens des attentes de cette population qui vit aujourd'hui dans l'OPH. Alors, je crois qu'on ne s'est pas bien compris, donc bon, c'est pas grave, je vais redire les choses. Nous proposons
que la réforme des rythmes scolaires, puisque nous avons la possibilité de nous prononcer, de dire si nous voulons que la réforme des rythmes scolaires commence en 2013 ou commence en 2014. Nous proposons qu'elle commence en 2014 pour permettre, et on voit bien, il y a eu une manifestation encore hier des enseignants, on voit bien qu'aujourd'hui, il y a encore à réfléchir, à discuter, à permettre la concertation de tous les intéressés, les enseignants, les parents et les collectivités territoriales. Donc nous demandons à ce que cette réforme puisse s'engager en 2014 de manière à permettre ce débat indispensable en 2013. Donc bien évidemment, à partir du moment où je propose de prendre cette position-là, 2013 ne sera pas impacté par la réforme des rythmes scolaires. Voilà, donc on s'est peut-être mal compris. Donc je vous rassure, je te rassure Laurence, on n'a pas, à partir du moment où le conseil municipal sera d'accord sur comme le sont, je l'ai dit, hein, une très très grande majorité de conseils municipaux en faveur d'un report pour bien, bien mesurer tous les effets d'une réforme et essayer de prendre les décisions les meilleures possibles. 2013 ne sera pas à Villeneuve si nous prenons cette décision impactée par la réforme des rythmes scolaires. Par contre, il est clair qu'elle le sera en 2014. Alors la question, c'est justement aussi de réfléchir comment ? À moins que, voilà, justement, que la concertation engagée en 2013 nous permette peut-être de regarder d'un peu plus près cette réforme et les impacts à la fois financiers, à la fois pour les collectivités territoriales, voire pour les parents. Voilà. Et en tout état de cause, ce qui nous semble essentiel, c'est les conséquences pour l'enfant. Et travaillons, je crois, il est important de travailler ensemble à une réforme qui permette de... on ne va pas développer là. Je pense que c'est important de pouvoir discuter ensemble d'une journée qui... selon son rythme qui aidera ou pas l'enfant à bien travailler, à être bien aussi pour aborder sa scolarité. Voilà. Sur la communication, je pense que Marc a donné dans son intervention aussi les éléments, combien la communication n'est que là aussi le corollaire de notre volonté de concerter, d'informer, de concerter surtout, de prendre ensemble, de prendre avec les Villeneuvois les décisions qui les concernent sur chacun des projets. Voilà, sur la méthode de préparation, on en est, comme j'ai dit, en bureau municipal, mais on en est aujourd'hui au moment des orientations budgétaires. Et je remercie chacun des groupes d'avoir contribué à donner du contenu à ces orientations budgétaires. Donc, chaque adjoint et conseiller délégué on a dû remettre les éléments travaillés aujourd'hui à ce jour par les services et maintenant voilà, à partir de ce cadenas, il s'agit les uns et les autres de travailler au budget 2013. Nous avons pour cela encore des réunions devant nous. Et en tous les cas, tous les éléments qui sont portés à votre connaissance. Je crois que le compte administratif 2012 n'est pas la moindre des connaissances pour pouvoir envisager aussi ce qu'on va faire, de ce qu'on va pouvoir faire aussi en 2013. Voilà. Et s'agissant de l'espoir, je pense qu'Elsa évoquera aussi la question donc du centre municipal de santé, puisque c'est ta délégation, Elsa, tu nous en dis un mot. Et puis Laurent veut intervenir aussi. Bien sûr.
Tu interviens et après je donne la parole à Elsa sur le CMS. Vas-y. Juste d'un mot, je ne pensais pas intervenir et Laurence a parfaitement résumé notre état d'esprit, mais c'est son débat et sa qualité à réagir sur un ou deux points. M'adressant à Marc, moi je pense pas qu'il soit possible aussi facilement d'opposer l'enfer de l'austérité européenne et nationale au soleil radieux de la situation locale. Les choses sont moins simples que ça et tu le sais. Tu es élu depuis longtemps. La responsabilité qui nous incombe lorsqu'on est aux affaires, que ce soit au conseil général, au conseil régional ou au conseil municipal et quand on est maire, fait qu'on sait bien que les contraintes sont là et qu'il n'y a pas d'opposition aussi radicale à mener. Je sais que tu t'es exprimé au nom du Front de gauche. Je ne m'exprime pas au nom du Parti socialiste, mais au nom du groupe et avec l'expérience que j'ai de différents mandats que j'ai pu avoir. Je pense que c'est trop simple. Pardon de l'expression, c'est parfois un peu simpliste. Et je pense que tu sais comme moi que les choses ne sont pas si simples que ça. Ça, c'est ma première réflexion. Ma deuxième, c'est que j'entends des propos plus mesurés de Sylvie Altman. Je ne suis pas quotidiennement porté à l'indulgence, mais j'entends aussi un discours qui est que effectivement, il y a des marges d'autofinancement, il y a des capacités d'emprunt qui sont préservées, il y a possibilité de faire, malgré les difficultés que nous connaissons, et c'est pas que Villeneuve-Saint-Georges, c'est l'ensemble des collectivités locales. J'entends le maire dire, en réponse à Laurence, nous partageons l'essentiel. Nous sommes dans la même majorité, il y a une solidarité de gestion qui existe ici, comme elle existe au Conseil général, comme elle existe au Conseil régional. Pas plus, puisqu'au plan national, vous n'avez pas souhaité prendre les responsabilités qui vous étaient proposées, mais c'est votre droit. Et là-dessus, il n'y a rien à dire. Mais enfin, ne rêvons pas, ça permet aussi de dégager des marges et des espaces politiques plus facilement que lorsqu'on est en responsabilité. On le sait tous. On a, je crois, suffisamment de parcours les uns et les autres pour savoir ce qu'il en est. Et pour ne prendre que l'exemple de l'état d'esprit qui semble animer le maire, nous on est ouverts. On est ouvert à la discussion sur les rythmes scolaires. On n'a pas de parti pris à arrêter. Effectivement, 2013 peut paraître un peu précipité. D'ailleurs, il y a des réactions assez fortes de la communauté éducative. Et c'est vrai que le gouvernement incite fiscalement à accélérer les rythmes, sans jeu de mots. Mais en même temps, quand on entend des grands-mères, je voyais encore la déclaration de Gérard Collomb il y a peu, on ne peut pas non plus précipiter les rythmes et créer, je dirais, des dysfonctionnements qui peuvent être levés avec le temps de la concertation. Donc si effectivement la concertation le permet, à ce moment-là, évidemment, on y a tout intérêt, dans la mesure où la communauté enseignante y est favorable. Si tel n'est pas le cas, sous réserve de la réflexion de notre groupe et de notre réflexion commune au sein du bureau municipal, il n'y a pas matière à discussion sur la perte de recettes qui est évoquée à partir du moment où nous pourrons mieux rentrer dans des rythmes plus adaptés pour les enfants, puisque quand même c'est ça qui importe pour 2014. Voilà. Merci Laurent. Elsa ? Oui, je vais répondre au petit coup d'épée dans le dos sur le centre Henri Drey. Marc, après. Oui, donc ce soir au moins la rumeur, on sait d'où elle part, on sait qui elle est, elle a un nom, un visage, donc on va y couper court tout de suite. Le centre de santé ne va pas fermer. D'ailleurs, Laurence, on en a déjà parlé, donc je suis quand même un peu surprise de ta déclaration fracassante, mais il est question, comme chaque année, l'ARS demande au centre de santé des règlements intérieurs,
des bilans d'actions, voilà, des projets d'établissement. Effectivement, le centre de santé, depuis 3 ans, est en retard sur le rendu des dossiers. Nous allons les rendre avant la date fatidique qui est le 28 février. Nous avons un CTP le 26 février qui va valider un certain nombre d'actions qui doivent être ensuite transférées à l'ARS. Voilà, donc il n'y a aucune crainte de fermeture du centre Henri Drouet. Il n'y a aucune volonté politique de la part de la majorité municipale de fermer un service municipal, de surcroît celui-là. Nous avons d'ailleurs des projets que nous avons défendus en commun à Laurence sur les ateliers santé-ville qui ne sont pas, qui sont mis entre parenthèses, mais qui ne sont pas, comment dirais-je, annulés, enfin voilà, abandonnés. Donc voilà, cette rumeur peut être coupée court tout de suite. Nous avons d'ailleurs de beaux projets et puis je vais faire le lien avec les rythmes scolaires. Les agents du centre de santé sont aussi mobilisés sur cette question-là, aussi bizarre que ça puisse paraître, et eux aussi réclament une discussion très profonde sur une éventuelle mise en place en 2014, puisque le mercredi, jour fatidique plausible pour qu'il y ait l'école le matin, eh bien il y a beaucoup de consultations pour les petits ce jour-là. Et donc il y a des questionnements aussi de réorganisation, ce qui montre bien que ce service est à la fois un service à la population directement concernée, y compris par d'autres aspects que les questions de santé, qu'il s'interroge sur un avenir au moins à 18 mois. Voilà, donc je rassure tout le monde, le centre de santé ne va pas fermer. Merci Elsa. Laurence. Juste une précision, mais je pense que tout le monde avait compris le sens de notre intervention. Il ne s'agissait nullement d'annoncer une fermeture prochaine du centre de santé. Il n'est pas non plus question de rumeur. Simplement, nous sommes dans le cadre d'un débat d'orientation budgétaire. J'avais cru comprendre que le sens même d'un débat d'orientation budgétaire, c'était précisément de dire et de revendiquer ce qui correspond pour nous à des priorités. Donc, dans le cadre des priorités pour la ville et pour les Villeneuvois, il a été dit par notre groupe que le centre municipal de santé avait toute sa place. Je suis tout à fait d'accord avec votre groupe. Marc. Oui, bah, évidemment, à mon tour de réagir. Je veux dire, moi, je suis pour le débat politique, l'échange, l'expression des désaccords, il n'y a pas de souci. Et je pense que sur bon nombre de questions, on peut effectivement avoir des échanges qui, à la fois, montreront sur quoi on est convergent et aussi sur quoi on est divergent. Mais par contre, j'accepte pas le qualificatif de simplisme dans ce que je dis. C'est pas acceptable, et pour tout dire, je pense même que c'est un peu condescendant. Il n'y a pas d'un côté ceux qui savent et puis d'autres qui ne savent pas et qui utiliseraient des arguments limités ou dits simplistes. Moi, je n'ai pas parlé de gestion au quotidien des collectivités. Je connais la difficulté de l'exercice, pas seulement ici, mais aussi au Conseil général, et le fait que nous sommes confrontés effectivement à des marges de manœuvre qui se réduisent, etc. Moi, j'ai parlé de l'austérité. L'austérité, ce n'est pas un choix de gestion, c'est un choix politique. C'est le fait de s'engager dans des politiques de réduction, par exemple, de la dépense publique, qui aujourd'hui nous coûte cher. C'est ce qui, aujourd'hui, met tout un tas de peuples à travers l'Europe dans des situations de misère et de pauvreté qu'on n'a jamais vues avant. Et l'austérité aggrave encore ces situations-là. Moi, c'est de ça que je parle. Et c'est là-dessus, on le sait bien d'ailleurs, que le débat a lieu à gauche, sur ces choix fondamentaux politiques. Donc, il n'y a pas de simplisme d'un côté. Et je n'ai pas non plus parlé de soleil radieux, ou alors, moi, je veux bien... vous relire ce que j'ai dit, s'agissant de Villeneuve-Saint-Georges, puisque je crois que nous avons tous les uns et les autres fait le point sur les difficultés que nous rencontrons et sur le fait que la situation était pour nous loin d'être confortable à Villeneuve-Saint-Georges. Simplement, nous, par contre, à Villeneuve-Saint-Georges, comme d'ailleurs au Conseil général du Val-de-Marne et dans l'Union, mais l'Union, pour les uns comme pour les autres, c'est pas l'alignement derrière quelqu'un d'autre. Mais à Villeneuve-Saint-Georges, comme au Conseil général du Val-de-Marne, nous avons fait le choix de ne pas faire de politique d'austérité. Par contre, bien évidemment, des politiques qui sont rigoureuses sur la gestion, puisque nous sommes comptables des deniers publics. Merci Marc. Laurent. Oui, évidemment, je ne défends pas l'austérité.
personne dans la majorité municipale ne défend l'austérité. Donc attention, je ne voudrais pas qu'il y ait des éléments d'instrumentalisation qui ne seraient pas de bon aloi. Simplement, ce que je veux dire quand je dis que les choses ne sont pas si simples que ça, et tu le sais, la politique nationale, aujourd'hui, qu'on le veuille ou non, ne se détermine pas seulement qu'au plan national, mais elle se détermine aussi au plan européen. Et on sait qu'au plan européen, le rapport des forces politiques entre la droite et la gauche est ce qu'il est. Et de ce point de vue-là, ni toi ni moi, nous pouvons peser de manière, je dirais, puissante sur le rapport de force européen. Et donc nous sommes obligés de faire avec un rapport de force européen. Lorsqu'il y a une discussion à la suite de l'élection de François Hollande entre Français et Allemands sur ce fameux pacte de croissance et sur la compensation de la politique d'austérité par ce pacte de croissance, il y a eu un rapport de force qui a d'ailleurs dépassé la relation franco-allemande. Et on sait très bien que c'est pas simple. Voilà, donc on ne peut pas dire d'un côté il y a les partisans de l'austérité dans lequel éventuellement il y aurait une certaine gauche, et puis par ailleurs les défenseurs du service public. Nous sommes les défenseurs du service public, nous ne sommes pas favorables à l'austérité, mais d'un autre côté il n'y a pas, je dirais, la politique française qu'au plan national, il y a aussi la politique française dans un contexte européen et international, et ça on le sait tous, c'est tout ce que je voulais dire. Il n'y a plus de souhait d'intervention? Bon. Donc, on s'en tient là. Il est évident qu'il y a au sein de cette Assemblée des désaccords sur la politique nationale qui peut être menée. Je crois qu'il est important de se respecter, hein, et de s'écouter. Voilà, il y a un débat normal, il doit avoir lieu. On sait bien qu'il pèse, enfin, la politique nationale pèse aussi sur, bien évidemment, notre propre budget. Et c'est normal que les uns et les autres, nous l'abordions au moment où nous discutons des orientations budgétaires. Voilà, je vous propose de nous en tenir là dans le cadre de ce DOB et de passer donc au point suivant. Hein, non, j'entends des... Non, non, c'est bon. De passer au point suivant. Tu nous en dis un mot, Laurent, ou je présente? C'est comme tu veux. Bon. Voilà, je peux le présenter si tu veux, c'est comme tu veux. Hein. Je peux pas discuter ce plaisir. Je peux le faire aussi. Alors vas-y. Je vais essayer en quelques mots parce que l'affiche est assez fournie et vous l'avez sous les yeux. Donc la Seine en amont de Paris est fortement sollicitée pour la production d'eau potable est sensible. Je crois que je risque sinon le pourrir, mais en tout cas la fatigue aidant de m'interrompre à ce moment-là. Si tu veux bien, Sylvie, tu me donneras un petit coup de main. Est sensible aux pollutions de toute nature, notamment aux produits phytosanitaires. Alors 2007 à 2011, le CEDIF a porté le programme Phytocité, programme de prévention et de sensibilisation pour limiter l'emploi des produits phytosanitaires par des utilisateurs urbains sur les bassins versants de la Seine, de l'Orge-Aval et de l'Yvette. Le programme a pour objectif la prévention des pollutions par les produits phytosanitaires, avec les éléments qui vous sont donnés. Et pour consolider les acquis du programme qui s'est d'ores et déjà engagé, et de permettre à de nouvelles collectivités de s'engager, le CEDIF et l'ensemble de ses partenaires ont décidé de poursuivre le programme pour une deuxième phase 2012-2016. Les financements sont déclinés en haut de la page 2. CEDIF, les différentes institutions et les autres producteurs d'eau potable. Il est indiqué en point 2 les participants et les signataires de ces conventions, puis les objets du programme de la convention, enfin les engagements qui nous lient, dans la mesure où nous signerions cette convention. Je précise qu'aucune contribution financière n'est demandée
à la commune de Villeneuve-Saint-Georges, et je passe, si vous voulez bien, sur les modalités de signature de la convention. Et donc, si vous voulez bien, je passe au délibéré, en son article 1, si toutefois le maire m'y autorise, approuve le projet de convention de partenariat et donc autorise le maire ou le premier adjoint à signer cette convention. Voilà. Merci, Monsieur Gaudin. Merci, je le prends vraiment comme un compliment. Y a-t-il des... Oui, Monsieur Faïs. Ah, pardon. Ah oui. Une petite remarque, hein, le problème de la pollution de l'eau par les pesticides, un problème quand même assez important. Une large majorité des rivières et des fleuves où sont pompées les eaux destinées à l'alimentation humaine recèlent des teneurs en pesticides supérieurs au taux de toxicité. Je suis surpris en lisant la note de présentation de voir qu'on nous montre une carte où il est question de l'orge, de l'yvette, mais pas de lierre. Et pourtant, lierre est particulièrement pollué par les pesticides et par le pyralène. Il est certes important d'inciter les villes comme Villeneuve à ne pas utiliser de phytosanitaires pour traiter les espaces publics, mais en fait, les véritables responsables, c'est surtout les terres agricoles de l'abri. Et j'espère que ces communes, qui font partie du plateau Briard, ont adhéré à ce programme de sensibilisation à la suppression des produits phytosanitaires. En fait, il y a plusieurs périmètres. Donc, il y a un périmètre... Le programme concerne 110 communes ou groupements de communes, répartis en deux périmètres. Donc, un périmètre très urbanisé, constitué de 73 communes, et un périmètre étendu en amont plus rural, qui est constitué de 37 communes, et qui comprend également donc quelques communes proches des usines de production d'eau potable telles que Villeneuve-Saint-Georges. Voilà, donc c'est peut-être là la réponse à votre questionnement. Excusez-moi, je vois les communes de l'Essonne, les villes mais en pas, amont de Lierre ne sont pas dans le programme, n'ont pas souhaité participer, c'est ça, ou n'ont pas... Non, ils sont dans le, bah, alors, dans le domaine du siège. Ils sont dans ce programme-là. Ils sont dans le programme du sage et du siège et du sage de la Lierre. Donc, je pense vas-y, Isabelle. Ça marche ? Ah oui. Excusez-moi. C'est en fait ce dispositif est un programme qui s'étend au fur et à mesure. Donc, il y a eu une première phase du programme, comme vous avez sur la carte, en orange, phytosanitaire 1. Puis une deuxième phase du programme qui concerne les communes qui sont en jaune, dont Villeneuve-Saint-Georges. Et ensuite, effectivement, il y aura certainement une troisième phase du programme. Et ça, c'est le CEDIF, maître d'ouvrage de ce programme Phytocité, qui étend le périmètre au fur et à mesure avec des communes nouvelles qui adhèrent à ce programme Phytocité. Merci bien, Isabelle, pour ces précisions. Écoutez, ce qui est important, je crois que c'est que Villeneuve s'engage dans ce programme. Je crois que les services municipaux ont déjà fait un formidable travail pour éliminer l'usage des produits phytosanitaires. Je pense qu'en s'engageant dans ce programme, ça nous permettra d'aller encore vraiment plus loin dans les pratiques. Et sachant qu'on pourra avoir aussi donc des formations pratiques et théoriques qui pourront être apportées. Est-ce que s'il n'y a pas d'autres questions... Oui, Monsieur Gaudin ? Petite précision, s'il vous plaît. Enfin, je m'adresse au maire adjoint chargé de l'environnement. Comment se fait-il, pour quelles raisons nous n'avons pas eu en conseil municipal à prendre acte du rapport sur l'assainissement du sillage, qui normalement, notre assemblée aurait dû prendre acte de ce rapport avant le 31 décembre 2012. Or, ça n'a pas été fait, c'est pas fait à ce conseil-là, donc y a-t-il une raison? Parce que nous sommes hors la loi. Alors, je veux pas être affirmatif. Non, je veux pas être affirmatif parce que vous me mettez un doute.
Mais pour moi, au dernier conseil municipal de décembre, le rapport a été passé comme tous les ans, entre le sujet du siège et il me semble bien. Par contre, là, sur les actions phytosanitaires, aujourd'hui, vous avez des syndicats de rivières qui font toute la vallée de la Seine, donc de la Seine et de l'Orge. Et aujourd'hui, le SIAGE, donc le syndicat de rivière de l'Yerre, est en train de travailler sur la partie Yerre, et donc tout ce qui est Yerre amont. Donc je pense que ça arrivera à se mutualiser, comme l'a dit Isabelle tout à l'heure. Mais bon, je vérifierai, M. Godin, le rapport. Enfin, on a passé. Ce qui est sûr, c'est qu'on a passé le traitement des eaux, de l'eau potable, et on a passé le traitement des déchets, de la collecte des déchets. Et il me semble bien qu'il y avait le SIARV avec, mais là, le siège avec, mais là, vous me mettez un doute, donc je vais mettre un joker sur ce coup-là. On pourrait franchir ensemble le mur du doute. Est-ce que l'on peut voter ce rapport donc qui est favorable? Merci à tous. Point suivant, Daniel, pour les certificats d'économie d'énergie. Oui, mes chers collègues, donc la ville a le souci constant de maîtriser sa consommation énergétique globale et souhaite mener dans ce domaine une démarche volontariste. Or, la loi du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique donne des possibilités d'optimisation des dépenses et d'investissement en économie d'énergie aux collectivités. L'une des mesures proposée repose sur une obligation de réalisation des économies d'énergie imposées par l'État sur une période donnée aux vendeurs d'énergie, donc électricité, gaz, chaleur, froid, fuel, domestique et carburant automobile, comme EDF, GDF, la CPCU, Total, Cipelec et d'autres. Afin de justifier les économies d'énergie qu'ils doivent réglementairement réaliser, les vendeurs peuvent réaliser ces économies dans leurs propres bâtiments et installations, inciter leurs clients à réaliser des économies d'énergie en leur apportant des informations sur les moyens à mettre en œuvre avec des incitations financières ou acheter des certificats d'économie d'énergie auprès d'autres acteurs éligibles comme les collectivités territoriales et ou les bailleurs sociaux qui pourront dans certaines conditions obtenir eux aussi des certificats. En effet, une collectivité qui réalise des travaux permettant d'économiser de l'énergie peut obtenir les certificats correspondant auprès de l'État ou d'un organisme habilité. Ces certificats peuvent ainsi ensuite être revendus à un vendeur d'énergie. Afin de permettre à la commune de bénéficier de ce dispositif, il est proposé de faire appel à une aide extérieure spécialisée qui sera chargée d'obtenir des certificats et de négocier avec les fournisseurs d'énergie. Sa mission consistera à collecter des données, chiffrer les certificats, monter les dossiers auprès du pôle national instructeur avec l'ouverture du compte registre pour le transfert de ces certificats. Le cabinet CTR, 146 bureaux de la colline à Saint-Cloud, propose une convention de partenariat pour mettre en œuvre cette démarche. Pendant la durée de la convention, CTR remettra au fur et à mesure de ses recherches un ou plusieurs rapports contenant des recommandations pour la réalisation des optimisations accompagnées de leur estimation. La rémunération de CTR sera établie au taux de 35% de toutes les recettes assises sur l'obtention et la transaction des certificats d'économie d'énergie. Il est proposé au conseil municipal d'autoriser Madame le maire ou premier adjoint au maire à signer cette convention. Le dossier est consultable à la direction des bâtiments 1 rue des Vignes. Voilà. Merci Daniel. Y a-t-il des questions ou des remarques? Je pense que c'est une opportunité pour la ville. Dans le cadre de ces efforts d'économie d'énergie, d'avoir par ailleurs un financement
possibles voilà, par des fournisseurs comme EDF ou Gaz de France. Non, pas de remarques, pas de questions. On peut passer au vote. Donc, qui est favorable à cette délibération? Merci. Point suivant, toujours Daniel. Pour, Alors, cette fois-ci, sur le point numéro 7, il s'agit d'une demande d'aide financière pour travaux d'insonorisation auprès d'Aéroports de Paris. Donc, dans une optique d'amélioration du confort des locataires des logements de fonction, se situant dans le périmètre du groupe scolaire Anatole France, la ville prévoit des travaux d'amélioration phonique et thermique. Ces logements entrent dans le périmètre du plan d'exposition au bruit et du plan de gêne sonore, pouvant ainsi faire l'objet d'une aide financière dans le cadre des travaux d'insonorisation. Le projet actuel prévoit le remplacement des menuiseries, ventilation et autres ouvertures impactant les qualités acoustiques et thermiques du bâtiment. Le conseil municipal est invité à approuver ce projet de travaux et à solliciter la subvention la plus élevée possible auprès d'Aéroports de Paris. j'imagine qu'il n'y a pas de questions sur ce rapport. Si, Monsieur Godin. Ah, pardon. Sur le point lui-même, non, bien sûr, madame. Est-ce que vous pouvez nous préciser où est-ce qu'on en est avec l'hôpital, le problème d'insonorisation que vous aviez soulevé à une époque? Comme ça, juste pour info, est-ce que par rapport à Orly qui refusait, je crois, de payer la part d'insonorisation du nouveau bâtiment, enfin, d'une histoire comme ça, est-ce que ça a évolué et dans quel sens? J'ai rencontré le directeur d'Aéroports de Paris. J'ai bon espoir que les choses avancent positivement pour l'hôpital. Mais voilà, pour l'instant, je ne peux pas vous en dire plus. Hein. Voilà. En tous les cas, sur ce qui a déjà été avancé, pour l'instant, voilà, on n'a pas eu de demande de remboursement. Déjà, c'est une bonne chose. Et j'espère que nous aurons le solde du financement. Voilà, j'ai bon espoir. Mais c'est pas encore réglé. Excusez-moi, on peut voter donc sur cette délibération. Qui est favorable? Merci. Ensuite, Christian, tu interviens sur le rapport suivant? Oui, bien sûr, merci Sylvie. Le point suivant a pour objet l'autorisation de déposer 2 permis d'aménager pour la démolition des bâtis et l'aménagement léger des parcelles 6, 61 à 67 chemin des pêcheurs et des parcelles 6, 93 et 95 chemin des pêcheurs. Dans le cadre du projet de renaturation des berges de Lierre, la commune a acquis des parcelles 6, 61 à 67 chemin des pêcheurs, 93 chemin des pêcheurs et 95 chemin des pêcheurs. Vous avez une cartographie donc en annexe que vous pouvez consulter. Le linéaire des terrains entre le 61 et le 67 est de 60 mètres environ, tout comme celui entre le 93 et le 95. Après démolition et élimination complète des dallages et des fondations des bâtis, le SIAG et la commune de Villeneuve-Saint-Georges envisagent de procéder à des aménagements légers sur les parcelles présentant un linéaire de berge significatif, permettant de sécuriser l'état de la berge et d'éviter les dépôts d'ordures sauvages. Ces aménagements seront conçus pour assurer la restauration des continuités écologiques et la renaturation des parcelles. À terme, lorsque la totalité des parcelles sera maîtrisée, un cheminement de liaison douce, dite liaison verte, sera créé entre le moulin de Senlis et la confluence Hyères-Seine. La démolition des bâtis peut être subventionnée par l'agence de l'eau Seine-Normandie à hauteur de 60% et par le Conseil général du Val-de-Marne à hauteur de 20%. Le SIAG interviendra directement pour le traitement de la berge. Le Conseil général financera à hauteur de 30% les travaux d'aménagement des parcelles libérées. Le quartier Belle-Place-Blandin est inclus dans le périmètre du site classé de la vallée de Lierre, créé par décret le 23 décembre 2006, dont l'objectif est la protection des espaces naturels. Le périmètre comprend notamment la rivière proprement dite et ses berges. Le classement est une protection forte qui correspond à la volonté de maintien en l'état du site. Je dirais même à la remise en valeur de l'état du site. Compte tenu de la situation des parcelles susvisées dans le site classé et afin de procéder à des démolitions et aménagements légers, la commune doit déposer une demande de permis d'aménager portant à la fois sur l'aménagement des terrains contigus et sur le projet de démolition.
2 dossiers seront donc constitués pour les terrains 6, 61 à 67 chemin des pêcheurs et pour ceux-ci 93 et 95 chemin des pêcheurs. La décision prise sur la demande de permis ne peut intervenir qu'avec l'accord express donné par le ministre chargé des sites, après avis de la Commission départementale de la nature, des paysages et des sites, entre parenthèses CNDPS. Pour les parcelles isolées, et en fonction de leurs caractéristiques, superficie et linéaire, il devra être apprécié au cas par cas l'opportunité d'un aménagement léger, nécessitant alors le dépôt d'un permis d'aménager en prévoyant des démolitions. Dans le cas contraire, un simple permis de démolir devra être déposé. Le conseil municipal est invité à autoriser Madame le maire ou son premier adjoint à déposer les 2 permis d'aménager pour la démolition des bâtis et l'aménagement léger des parcelles communales 6, 61 à 67 chemin des pêcheurs, cadastrés AR 130, 131 et 132, et des parcelles communales 6, 93, cadastrées AR 149 et 95 chemin des pêcheurs, cadastrés AR 150. Merci Christian. Des questions, des remarques sur ce rapport? Monsieur Gaudin. Oui, Madame le maire, merci. Donc, si j'ai bien compris la note, la démolition des bâtis est subventionnée à 80%, 60% par le Conseil général, et 60% par l'Agence de l'eau et 20% par le Conseil général. Et les travaux d'aménagement sont subventionnés à 30%, donc il resterait à charge 70% pour la ville. C'est tout ça? Non, c'est pas tout à fait ça. Ah bon, dites-moi. Alors, en fait, c'est vrai que les choses ne sont pas tout à fait encore... en tous les cas pour moi, je ne sais pas si on a plus d'éléments. Le SIAG s'est engagé à assurer l'aménagement. Donc, on va dire l'aménagement durable. La question qui est posée aujourd'hui, c'est d'avoir, dès la démolition, parcelle par parcelle. Donc là, on est dans le traitement de la parcelle et pas dans l'aménagement global, on va dire, de la liaison verte, hein, celle qui aujourd'hui s'arrête à Crosne et que nous voulons poursuivre. Donc là, sur cet aménagement global de la liaison verte, le SIAG s'est engagé à assurer l'aménagement. La question qui est posée aujourd'hui, c'est d'avoir un aménagement léger au fur et à mesure de l'acquisition et de la démolition des bâtiments et de protéger ces différents sites. Donc nous avons obtenu que le SIAG, dès cet aménagement léger, puisse intervenir et donc ce qui a été dit, c'est qu'il interviendrait donc sur le traitement de la berge. Et le Conseil général accepte aussi d'intervenir, au-delà donc de son intervention sur l'acquisition et la démolition que nous avions déjà obtenue jusqu'à présent, d'intervenir aussi à hauteur de 30% des travaux d'aménagement. Donc voilà, de tout ça, ce qui reste à la charge de la ville, je dois dire que bon, c'est encore sans doute à négocier en fonction de cet aménagement léger, hein. Mais vous voyez, notre souci, ça a été d'obtenir aussi, dès la démolition, de sécuriser les différents lieux et d'avoir quand même quelque chose qui soit, on va dire, agréable à voir, mais qui ne constitue qu'un aménagement léger. Donc c'est quelque chose en plus, hein, qu'on a été demandé et voilà, des subventions qu'on a été recherchées. Voilà ce que je peux vous dire aujourd'hui. On peut voter? Donc, qui est favorable à cette délibération? Le point suivant, c'est Nathalie qui nous le présente. S'il te plaît. Oui, ça va aller vite. Je ne vais pas vous lire, c'est simplement... la proposition de l'acquisition amiable d'une parcelle au 50 avenue Mendès-France, qui est en plein cœur du centre ancien et qui est contiguë avec les propriétés de l'office et qui va nous permettre, donc, dans la perspective de la réalisation donc, d'une opération immobilière. Voilà. Et donc il est proposé de l'acquérir puisque le propriétaire a proposé de céder cette parcelle pour un montant de 5 850.
Donc il nous est proposé l'acquisition et d'autoriser Madame le maire ou son premier adjoint à signer les actes correspondants. Merci Nathalie. Y a-t-il des remarques ou des questions? Donc on peut passer au vote. Qui est favorable à cette délibération? Merci beaucoup. Et dernier point, présenté aussi par Nathalie. Là, c'est dans le cadre Sur le oui, sur l'OPARU, en fait, c'est d'approuver le règlement qui fixe les modalités d'attribution des subventions communales qui seront versées donc aux propriétaires des logements privés dans le cadre de cette OPARU, d'approuver le projet de convention de gestion des fonds des aides entre la commune et urbaniste qui a été dont on avait délibéré en conseil municipal, et d'autoriser Madame le maire à signer la convention de gestion des fonds entre la commune et urbanisme. En fait, c'est le même principe que pour les OPA précédentes, mais c'était le pacte. Voilà. Les conventions étaient entre la ville et le pacte. Merci Nathalie. Y a-t-il des remarques ou des questions sur ce dernier point? Non, je ne pense pas qu'il pose de problème. Voilà, on peut passer au vote. Donc, qui est favorable à cette délibération? Mais écoutez, je vous remercie beaucoup. Et notre séance est terminée. Bonne soirée à tous.